Je suis Mathilde Guillon et je suis Laure Bonatti et nous sommes toutes les deux vétérinaires et résidentes du Collège européen de médecine du comportement. Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Cet épisode, nous avons souhaité le faire autant pour nos consoeurs et confrères que pour les propriétaires de chevaux qui doivent gérer un cheval dit difficile lors des soins vétérinaires. Ce n'est pas un problème anodin. Les véto-équins voient très régulièrement des chevaux compliqués à soigner. D'après un questionnaire posé aux vétérinaires britanniques, plus de la moitié d'entre eux déclarent croiser des chevaux déclarés difficiles plusieurs fois par semaine. Et cheval difficile, en fait, ça veut souvent dire cheval qui présente des comportements conflictuels et donc potentiellement dangereux pour les humains autour de lui. Et du point de vue du propriétaire, ça peut être très frustrant d'avoir un cheval que l'on ne peut pas soigner correctement. Bref, on s'est dit qu'il était intéressant de faire le point sur les connaissances et les techniques qu'on peut utiliser pour améliorer la situation. Et vous allez voir dans la suite de l'épisode que cela repose sur une bonne connaissance des théories de l'apprentissage, et ça, c'est une des spécialités de Mathilde. Effectivement, dans les pratiques équestres, que ce soit à pied ou à cheval, il est important de connaître cette théorie, mais de la sortir des livres pour l'appliquer à la vraie vie. Ici, on va utiliser ce concept du conditionnement dit opérant, type d'apprentissage dans lequel le cheval apprend que sa réponse, c'est-à-dire le comportement produit, peut avoir une influence sur ce qui arrive. On a déjà fait un épisode sur ce thème, mais voilà ce qu'il faut en retenir. S'il nous convient, on peut augmenter la probabilité que le comportement soit reproduit en le renforçant. S'il ne nous convient pas, on peut diminuer la probabilité que le comportement soit reproduit en le punissant. Dans le conditionnement opérant, l'humain a donc un rôle crucial, puisque la façon dont il réagit à ce que fait le cheval va jouer sur ce que le cheval apprend. On va donc commencer par le truc le plus simple, qu'à peu près tout le monde connaît, c'est le renforcement positif. Là, on va ajouter quelque chose d'agréable pour que le cheval apprenne que c'est la bonne réponse, c'est-à-dire la réponse qu'on attend de lui. C'est ce qu'on utilise dans l'entraînement médical ou medical training. Par exemple, Mathilde a appris à son cheval Borgia à rester immobile lors des soins des yeux par renforcement positif. Tu peux peut-être nous expliquer comment t'as fait, Mathilde ? Bien sûr, alors en fait ça a reposé sur le fait de décomposer le comportement, donc d'abord en allant toucher les yeux et en récompensant tout de suite, ensuite en manipulant un petit peu les paupières et en récompensant tout de suite, et puis seulement après en appliquant les soins oculaires et les produits de soins pour pouvoir les introduire tardivement quand déjà la manipulation des yeux était facile. Et donc de la même manière, j'ai d'abord approché les dosettes de sérum Phi sans mettre de gouttes, puis j'ai mis la goutte vraiment au tout dernier moment, et surtout je termine toujours une séquence par le fait de remanipuler l'œil et de retoucher l'œil sans avoir de goutte qui vient dans l'œil pour ne pas être aversive et pour laisser entre guillemets sur un bon souvenir si on peut dire. Donc lorsqu'on cherche à apprendre au cheval à rester immobile pour lui faire des soins oculaires, on va chercher à façonner sa réponse progressivement en découpant le comportement final en plein de petites étapes faciles. Et ça, c'est ce que les anglophones appellent le shaping, donc façonnement en anglais. Dès que le cheval donne ce qui est pour nous la bonne réponse, on le récompense immédiatement à l'aide d'une friandise qui est un renforçateur dit primaire. Pour plus de précision, on peut utiliser un clicker dont le son va servir de renforçateur secondaire. Le son caractéristique du clicker est immédiatement et systématiquement suivi d'une friandise. Ainsi, le cheval associe le son à la récompense alimentaire et répétera donc le comportement qu'il effectuait lors du clic. Et au fur et à mesure des répétitions, cela va nous permettre de façonner un comportement complexe. C'est vraiment un super outil à avoir à sa disposition quand on veut pouvoir soigner son animal sans contrainte physique. Par contre, ça demande un sacré investissement en temps en amont de la visite du vétérinaire. Il y a une autre façon de renforcer un comportement, c'est le renforcement négatif qui est à la base de l'équitation classique. On fait cesser une pression modérément désagréable lorsque le cheval donne la réponse qu'on attend de lui. C'est comme ça que fermer les jambes devient progressivement un code pour le jeune cheval au débourrage qui va finir par signifier passer à l'allure supérieure. Mais les chevaux apprennent tout le temps, y compris lorsqu'on n'a pas forcément envie qu'ils apprennent. Par exemple, si le cheval lève la tête lorsque vous approchez avec le filet et que donc vous n'arrivez pas à lui mettre, il va apprendre que lever la tête est une réponse efficace pour éviter l'événement plutôt désagréable que représente le fait d'avoir un mors dans la bouche.
Malheureusement, faire cesser une pression au mauvais moment, c'est en fait une très bonne façon de rendre les chevaux difficiles avec les vétos. Prenons l'exemple courant des chevaux qui ne supportent pas d'être tondus. On approche la tondeuse du membre, le cheval bouge quand la tondeuse le touche, on retire la tondeuse du membre pour ne pas blesser le cheval, mais ce que lui apprend, c'est que bouger permet d'éviter la sensation désagréable de la tonte. On lui a donc appris à être difficile lors de la tonte par renforcement négatif. Et ça marche évidemment pour plein d'autres exemples. Par exemple, le cheval dit phobique des aiguilles qui se met debout lorsque le véto approche avec la seringue ou fait la compression de la veine jugulaire avant la prise de sang. Et celui-là, il a également appris que se mettre debout était un comportement efficace pour mettre à distance ce qui fait mal ou ce qui fait peur. Et oui, parce que la peur joue un rôle dans ces processus, notamment lorsqu'on cherche à punir les chevaux dits difficiles. En théorie, au sens éthologique du terme, une punition, ça permet de rendre la réponse produite par le cheval moins probable. En pratique, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Déjà, le concept de punition négative, qui consisterait donc à retirer un stimulus plaisant pour rendre une réponse moins probable, est carrément impossible ou en tout cas très difficile à envisager dans la vraie vie. Il nous reste la punition dite positive, et positive, c'est pas parce que c'est cool, mais c'est parce qu'on ajoute quelque chose de désagréable au cheval pour diminuer la probabilité d'apparition du comportement. Et c'est ce que beaucoup de gens du cheval, amateurs ou professionnels, font très spontanément. Le cheval bouge, alors comme on est énervé, on lui crie dessus, on lui donne un coup de longe ou pire. On peut aussi entendre dans ce genre de situation que le cheval est mal élevé, caractériel ou qu'il ne nous respecte pas. Et dans ces cas-là, il nous semble essentiel de rappeler que ces chevaux ont appris à se comporter ainsi lors d'expériences passées et que leur taper dessus ne va faire qu'aggraver le problème. Laure, en conférence, tu cites cette phrase de Gemma Persson, une vétérinaire britannique qui travaille sur ce sujet en Écosse et qui dit « Il faut se souvenir que les chevaux ne voient pas les humains comme des congénères, donc ne nous considèrent pas comme des subordonnés ou des dominants. Ils ne font que répéter des comportements qui leur ont permis d'obtenir quelque chose d'agréable, donc ça c'est du renforcement positif, ou de faire cesser une pression, et là c'est du renforcement négatif. » Exactement. Et quand on a compris ça, les comportements des chevaux sont tout de suite beaucoup plus clairs. Mais on va revenir à notre punition dite positive et à ses conséquences sur le cheval. Quand on punit un cheval, tout le monde est perdant dans l'histoire. Bien souvent, la punition est décalée dans le temps par rapport au comportement indésirable produit par le cheval. Elle arrive trop tard. Le cheval ne pourra pas faire le lien entre son comportement et ses conséquences, c'est-à-dire la punition. Le cheval sera encore plus inquiet, plus stressé et donc moins attentif, plus difficile à gérer et donc au final plus dangereux. D'ailleurs, souvent, le cheval ne va pas associer une punition avec un comportement, mais avec la personne qui punit. Si c'est le vétérinaire ou encore le maréchal qui punit, tout ce qu'il va gagner, c'est que le cheval aura encore plus peur la prochaine fois qu'il le verra. Donc, en conclusion, ce qu'on aimerait faire passer comme message, c'est que le cheval difficile n'est pas irrespectueux. Il reproduit ce qu'on lui a appris, et bien sûr, on lui a appris involontairement. Mais il est essentiel de prendre du recul sur nos pratiques et sur les erreurs qu'on fait tous, en relâchant la pression au mauvais moment. Une image que j'aime bien utiliser, c'est que moi, je dis aux gens, votre cheval, il pense que c'est la bonne réponse, il se dit que c'est ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est très parlant quand on utilise cette image-là, on comprend tout de suite pourquoi ça s'est mal passé. J'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet. Je travaille beaucoup à pied avec mon cheval et notamment, je travaille en équifile, donc c'est une discipline de travail à pied, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, dans laquelle on utilise souvent des plots ou des petites soucoupes, type soucoupe de sport. Et j'ai un cheval qui a tendance à précipiter un peu et à faire les choses un peu vite et donc facilement à piétiner les soucoupes. Et quand il piétine une soucoupe, qu'est-ce que je fais ? En fait, j'arrête tout parce que je me dis ça va pas du tout, il a cassé la soucoupe et donc je relâche complètement la pression. En fait, je pense qu'à force de faire ça, et je m'en suis rendu compte au bout de peut-être 3, 4, 5 fois, c'est pas beaucoup, mais je pense que je lui ai appris à écraser les soucoupes et à piétiner le matériel quand on travaille. Bon, comme d'habitude, on espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Nous serons ravis de recevoir tous vos commentaires sur notre compte Instagram Vétologie ou par mail vétologie.podcast@gmail.com. Et on vous dit à très vite pour un prochain épisode.